Il est temps d'écouter ceux qui ont des choses bien plus intéressantes que moi à dire sur le sujet du logement. Les représentants de la Fondation Abbé Pierre, nos parrains de ce jour, Monsieur Florian Huyghe, responsable du secteur offre nouvelle de logement, et Monsieur Patrick Chassignet, responsable du réseau De la rue au logement, tous deux à la Fondation Abbé Pierre. Bonjour messieurs, je vous laisse vous saisir d'un micro. Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs. Merci à vous de nous accueillir et voilà, merci à Madame le maire de ses propos introductifs. Donc on est ravis d'être avec vous cet après-midi pour partager. Propos qui nous chargent d'une responsabilité assez forte quand même, a priori. Non, à peine. Allez, une première question, vous allez voir, elle est facile pour débuter cet après-midi. Est-ce que vous pouvez tout d'abord, bien que tout le monde connaisse la Fondation Abbé Pierre, à minima de nom, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots la mission de la Fondation Abbé Pierre? Je ne sais pas lequel veut débuter, Monsieur Huyghe. On va essayer. La Fondation Abbé Pierre est une fondation reconnue d'utilité publique depuis 1992, qui lutte contre le mal logement et, comme il a été dit, qui lutte contre le mal logement pour permettre aux personnes les plus vulnérables d'accéder à un logement décent, à une vie digne. Je pense que le mot dignité va ressortir pas mal de fois et j'espère aujourd'hui. Donc d'accéder à une vie digne par divers moyens que sont l'interpellation, la sensibilisation, le soutien à l'action et quelques actions propres. Et tout ça grâce à la générosité du public. C'est une bonne définition pour commencer. J'en ai une autre à vous demander. Qu'est-ce que concrètement le mal logement? Celle-là elle est beaucoup plus difficile. Le mal logement, du coup, c'est quand même un phénomène qu'on peut caractériser au moins par deux entrées qui sont celui technique, habitat insalubre, habitat indécent, habitat précaire, et par une caractéristique plus juridique qui dit que les personnes ne maîtrisent pas la durée de leur hébergement, de leur logement. C'est l'hébergement chez des tiers, c'est l'hôtel social, c'est tous ces facteurs qui recouvrent aussi un ensemble de situations, privation de confort, surpeuplement, et tout ce qui rend indigne cette vie dans ces logements, et dont les conséquences sont nombreuses sur la santé, sur la scolarité, sur l'alimentaire, sur un ensemble de facteurs qui, en tout cas, ne permettent pas aux personnes d'avoir une vie... En tout cas, ils ont de la dignité, ça c'est certain, mais en tout cas, que leur logement ne permette pas de poursuivre. En France, nous sommes dans un pays dit développé. Pourtant, j'imagine que les chiffres ne sont pas bons. Je vous invite à lire le rapport Mal Logement, qui décrit l'ensemble des segments du mal logement et qui donne beaucoup de chiffres. Nous, on en a à peu près quelques-uns pour donner l'ampleur. C'est 15 millions de personnes impactées, c'est ce qu'on mesure. C'est 4 millions à peu près de ménages. Donc 15 millions de personnes qui sont impactées par le mal logement, et dont 4 millions très gravement, voire qui n'ont pas de domicile. Dans ces 4 millions, il y a 300 000 personnes. En tout cas, la Fondation Abbé Pierre a sorti le chiffre, a essayé de reconstituer le chiffre, puisqu'on n'avait pas d'indicateur des politiques publiques sur ce segment, qui était 300 000 personnes sans domicile, 300 000 personnes sans domicile fixe, qui pouvaient relever aussi de l'hébergement, mais aussi des personnes à la rue. Je pense que c'est un chiffre important, ces deux chiffres en tout cas, 4 millions de personnes très gravement touchées, donc hébergées chez des tiers, sans logement, avec un fort taux d'effort pour se maintenir dans leur logement, et puis ce chiffre de 300 000 personnes sans domicile fixe. Comment est-ce que ces chiffres ont évolué au cours des dernières années? Ça, l'évolution, en tout cas jamais en mieux. Ça, c'est le premier constat qu'on a. Et encore une fois, ce chiffre de 300 000, je pense qu'on va le reprendre parce qu'il dit beaucoup de choses. C'est qu'il y a 20 ans, on était à 75 000 personnes sans domicile fixe. Il y a 10 ans, on était à 150 000 personnes sans domicile fixe. Aujourd'hui, on a 300 000 personnes. C'est à peu près l'évolution qu'on constate. Je pense que c'est l'évolution qui marque ce qu'il se passe aujourd'hui en France et qui ne s'améliore pas. Alors, Monsieur Chassignet, je vous tends aussi un peu le micro quand même. Comment la Fondation Abbé Pierre intervient et quel est son périmètre d'action? Alors, comme le disait mon collègue Florian, la Fondation Abbé Pierre intervient à différents niveaux. Elle est à la fois aux côtés des acteurs associatifs qui agissent. Donc on sait dans l'assistance qu'il y a un certain nombre d'associations avec lesquelles on est en lien assez régulièrement, associations auxquelles on apporte des soutiens financiers, parce qu'on agit en fait peu directement nous auprès des personnes mal logées. On le fait marginalement, mais on est plutôt aux côtés du secteur associatif qui agit et qu'on accompagne et auprès duquel on essaie aussi d'inviter à apporter des nouvelles réponses aux nouvelles formes du mal logement. Donc ça, c'est vraiment notre première entrée.
On a une entrée qui est celle, pareil, de l'interpellation, mais comme le rappelait Madame le maire, on est à la fois sur le terrain et à la fois auprès des instances nationales, publiques, et donc on a cette possibilité d'interagir et d'être effectivement au plus près des situations de mal logement et à la fois au plus près des décideurs publics qui peuvent, ou en tout cas vis-à-vis desquels on les invite à faire évoluer les politiques publiques. Donc on a des formes différentes d'intervention, on intervient sur toutes les formes du mal logement, donc on y reviendra plutôt au temps des tables rondes, mais autour des sujets de la construction ou du soutien à la création de logements très sociaux. On intervient autour, et ça c'est un petit peu mon sujet, des publics à la rue et des formes de réponse qui peuvent être apportées aux personnes mal logées. On intervient aussi sur tous les sujets que sont celles de l'accès au droit, ou faire en sorte que des personnes accèdent à leurs droits liés au logement. Ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Il y a tout un problème de non-recours. Les gens n'osent pas, ne savent pas qu'ils ont des droits. Donc ça fait vraiment partie des sujets sur lesquels on agit. On agit aussi sur la capacitation. Ça, on y reviendra aussi, je pense, dans les échanges qu'on aura. Les personnes elles-mêmes mal logées ont aussi des compétences, ont aussi des capacités. Et vraiment, notre sujet, c'est de mobiliser, d'arriver à mobiliser les personnes qui sont mal logées pour qu'avec elles et elles-mêmes retrouvent des solutions qui correspondent à leurs besoins. Donc on a vraiment ce sujet qui pour nous est essentiel, de se dire c'est pas quelqu'un qui là-haut déciderait de comment on doit être logé, mais c'est bien avec les personnes, en les accompagnant, en leur donnant cette possibilité d'agir, qu'on peut faire évoluer la situation du mal logement. Merci. Monsieur Huyghe, est-ce que le logement suffit à lui tout seul à lutter contre la précarité? Ce serait difficile pour la Fondation de dire non. On pourrait se dire que le logement en tant que tel, le logement vu comme une cellule physique ou vu comme étant un nombre de mètres carrés ne suffit pas à répondre à cette question. Mais si on imagine comme nous que le logement est un pivot, en tout cas est la base sur laquelle se reconstruisent les personnes, et en tout cas n'est pas un objectif. Ça, c'est important, je pense, et n'est pas l'objectif d'un processus en plus méritant, qui ferait qu'une personne doit mériter le logement. En tout cas, si le logement est un pivot et autour duquel on doit construire, autour duquel le territoire doit se construire, autour duquel on doit construire l'accès aux services, l'accès à la culture, l'accès à l'économie, l'accès à la scolarité, etc., l'accès à la santé. Si en tout cas on fait tout pour que le logement soit le pivot à partir duquel on part et on le fait avec les personnes elles-mêmes, alors je pense que le logement peut suffire. Mais c'est voir en tout cas le logement dans sa version qui permet la stabilité, l'intimité, qui permet la sociabilité. Et aujourd'hui, on n'y est pas encore complètement. Est-ce qu'il faut forcément innover, du coup, pour répondre aussi à cette problématique du logement? On innove beaucoup de nos jours. Et on est au forum de l'innovation. C'est un piège cette question parce que on a deux manières d'y répondre. L'innovation, c'est une étiquette quand même, et c'est souvent une fin en soi. Et nous, c'est ce contre quoi on lutte. La Fondation Abbé Pierre elle-même, la lutte contre le mal logement, c'est pas très innovant. Aider les personnes sans abri ou les personnes sans domicile fixe ou les personnes mal logées, c'est pas très innovant. Donc on peut se demander à quoi sert cette étiquette et si c'est une fin en soi, qu'est-ce que c'est cette innovation? Il y a un architecte, comme quoi, des fois, il y a un architecte en tout cas qui disait la réponse est technique, mais quelle est la question? Je pense que la question des personnes, comment elles vivent, comment elles peuvent construire, comment on construit avec, comment on fait avec elles, c'est vraiment ça qui peut-être produire de l'innovation et de l'innovation sociale. Ça tombe bien, on est au forum de l'innovation sociale. En tout cas, il faudra faire on sera très attentif, et on est très attentif et très vigilant à ce que l'innovation technique ne remplace pas réellement les questions qu'on doit se poser pour pouvoir répondre à ce grand sujet qu'est le mal logement. Alors, Monsieur Chassigny, l'État s'est saisi de cette question du logement avec le programme Un logement d'abord. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit en quelques mots? Alors, pour rebondir vis-à-vis de la question précédente sur l'innovation, typiquement aujourd'hui la fameuse politique du logement d'abord, est-ce qu'elle est innovante? Grande question. En tout cas, elle s'inspire d'actions qui ont été déjà expérimentées dans d'autres pays d'Europe, donc on voit bien, ou du monde, je pense au Canada et aux États-Unis. Donc en fait, je pense qu'on n'innove pas réellement, en tout cas on va essayer d'adapter
des expérimentations qui ont marché, où on va essayer de développer des actions qui s'inspirent d'autres programmes, d'autres dispositifs. Et donc la fameuse politique du logement d'abord, telle qu'elle était proposée, mise en œuvre par le gouvernement actuel, elle s'est écrite suite à des propositions du secteur associatif. Je pense au collectif des assos unis pour une nouvelle politique du logement. Je pense aussi aux propositions que la Fondation Abbé Pierre fait depuis un certain nombre d'années. Donc cette politique du logement d'abord, elle tend à inverser un peu le paradigme qui est aujourd'hui ou qui était hier, de dire il y a un principe d'escalier, de progression. On est à la rue, et donc quand on est à la rue, on va dans un accueil de jour où on est repéré par une maraude, et on va dans un accueil de jour, puis ensuite on va vous proposer un accès à un hébergement d'urgence, puis un hébergement de stabilisation, puis un hébergement d'insertion, et puis ensuite peut-être du logement accompagné, puis pour enfin obtenir le fameux Graal, ce fameux logement. Et donc la politique du logement d'abord, telle qu'elle est portée par le secteur associatif et puis aujourd'hui par la puissance publique, c'est d'essayer d'inverser cette aventure-là en disant pour que les gens trouvent une place dans la société, il faut peut-être déjà qu'ils aient un logement, et qu'à partir du moment où les gens sont dans leur logement, sont dans un logement digne, sécure, parce que c'est important aussi de se sentir bien chez soi, en sécurité, eh bien c'est l'occasion de reconstruire, de faire valoir ses droits complets, de penser à sa santé, de penser à une insertion sociale, professionnelle. Donc l'esprit du logement d'abord, pour nous, elle est là. Aujourd'hui, la manière dont elle est mise en œuvre, il y a des choses qui avancent. Je pense au territoire, au département du Doubs, qui est un des territoires pilotes dans la mise en œuvre du logement d'abord. Donc peut-être qu'on aura l'occasion d'échanger sur les effets de cette politique avec vous, avec la salle. Il y a des actions qui sont mises en place sur la mise en place de pensions de famille, pensions de famille, la mise en place de ces fameux territoires mis en œuvre accélérée du logement d'abord, tout le sujet de l'intermédiation locative, comment on permet effectivement aux gens d'aller directement, le plus directement possible vers le logement. Voilà, tout un tas de mesures qui ont été mises en œuvre. Alors il y en a d'autres, plus techniques. Je pense à l'organisation des services de l'État aujourd'hui qui a évolué pour mettre en place cette politique du logement d'abord, le rapprochement entre la DIAL, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, qui a repris une partie des budgets de l'État, de la cohésion sociale. Enfin voilà, il y a tout un tas de mesures qui tentent de faire un peu bouger les choses, bousculer peut-être un peu les acteurs sur le terrain, et bousculer aussi, pour partie, l'administration, les services déconcentrés de l'État qui aujourd'hui ont un regard peut-être un peu différent sur l'action que mènent les associations, le secteur associatif dans ce schéma-là. Monsieur Huyghe, je vous laisse compléter peut-être. Oui, juste aussi dire par rapport à la réponse d'avant, qui est de dire l'innovation technique, on voit bien là parfois, quand on réduit à l'innovation technique, à des mesures techniques, on voit qu'à un moment, le contexte d'urgence et la pression que cette urgence mène fait qu'on s'empêche d'avoir des visions à long terme, et une partie de ces réponses qui sont déclinées dans le cadre du logement d'abord commence à se réduire vers des visions beaucoup plus court-termistes face à l'urgence dont on se demande d'ailleurs si elle n'empêche pas les réponses réellement concrètes et définitives, et urgence dont on peut se demander aussi le statut au regard du fait que l'abbé Pierre dénonçait cette urgence en 1954. C'était il y a 70 ans. Donc aujourd'hui, si le logement d'abord tel que nous, on peut le défendre, ou tel qu'un certain nombre, et le secteur associatif, je dis, on a tendance à dire nous, mais c'est le secteur associatif et les partenaires qui remontent ces données, s'engagent dans cette question du logement d'abord et dans cet accès direct au logement. Finalement, c'est ça le plus simple, c'est l'accès direct au logement. C'est bien comment on travaille sur une vision à long terme, sur des visions concrètes et définitives, ça serait bien ce terme définitif, plutôt que de revenir à des mesures très techniques qui ne répondent pas concrètement aux personnes, pas toujours en tout cas, et pas globalement. Alors, nous venons de traverser une pandémie qui a sans doute eu des incidences sur des personnes mal logées en particulier. Monsieur Chassignet, qu'est-ce qui ressort de cette période? Alors, les constats qu'on fait, nous, à la Fondation, ils sont, je crois, partagés
assez fortement avec le secteur associatif. Je pense au Secours catholique, au Secours populaire, qui ont des analyses qui sont très très proches des nôtres sur ces sujets. En fait, la pandémie a aggravé les inégalités, clairement. Je pense qu'on peut se le dire, mais les gens manifestement très riches sont sans doute sortent de la pandémie encore un peu plus riches qu'ils n'étaient auparavant. Et les personnes les plus fragiles, les plus modestes, sont elles sans doute les plus impactées, et leur situation s'est encore détériorée. Alors, quelques exemples, mais que vous connaissez sans doute mieux que moi, c'est la situation des jeunes qui étaient déjà dans une situation de précarité forte, notamment par rapport à logement, mais par rapport à leurs ressources, se sont vus encore plus fragilisés par ces situations. Les habitants des quartiers d'habitat populaire aussi ont vraiment subi de plein fouet cette pandémie. Les personnes isolées ont sans doute été aussi fortement victimes de cette période-là. La question de l'isolement, elle était forte pour tout le monde, mais elle était encore plus forte pour les gens fragiles. Et puis, ce qu'on a encore peut-être du mal à mesurer, c'est la question de la difficulté qu'ont eu les gens à accéder à leurs droits, ou en tout cas la rupture des droits. Des gens qui avaient, il y a un certain nombre, alors pareil, je parle de manière un peu générale et sans doute pas par rapport à ce qui s'est passé ici localement, parce que je crois que les acteurs CCAS, départements, sont restés assez accessibles aux personnes fragiles, mais il y a des territoires sur lesquels les départements, par exemple, les permanences des travailleurs sociaux ont été fermées et le sont encore. Et pour des personnes qui avaient des droits, les droits ont pu être maintenus, mais pour des personnes qui n'avaient pas de droits, qui voulaient y prétendre, c'était extrêmement compliqué. Les sujets aussi de renforcement de fragilité, c'est autour de tout ce qui est fracture numérique aujourd'hui, et la pandémie a renforcé encore ces phénomènes-là. Tout se fait en ligne, via des plateformes, et pour les personnes fragiles qui ont du mal qui ont des difficultés par rapport à la maîtrise ou de l'informatique ou du français, eh bien ça a renforcé encore ces difficultés et ça a renforcé ces fragilités. Donc période compliquée, et on l'a mesuré assez fortement nous à la Fondation Abbé Pierre. On a tout au début de la pandémie, en mars 2020, on a lancé une opération, un appel à la générosité, et on était fortement suivis par beaucoup de nos concitoyens, et on a dû apporter des aides alimentaires partout sur les territoires, parce que les gens se sont retrouvés vraiment en difficulté par rapport à l'accès à l'alimentation, ce qui était quasiment inédit en France durant au moins les 50 dernières années. Donc aujourd'hui, même si l'aide alimentaire, les organisations qui agissent se sont remises à fonctionner, on sent encore des situations de gens sur certains territoires qui restent durement frappés, fragilisés par rapport à juste la question alimentaire, alors qu'on pensait que c'était pas un sujet en France. Et est-ce que l'accès au logement s'est complexifié lui aussi ? Alors, il ne s'est pas amélioré. Il y a eu, effectivement, l'accès au logement social a été fortement ralenti. Les commissions d'attribution fonctionnaient moins. Les gens avaient du mal à accéder, à faire valoir leurs droits par rapport à ça. Des services étaient en difficulté, fonctionnaient moins, globalement. Et puis, mais ça, c'est plus ou moins directement lié à la situation, mais on observe pendant ces dernières années, et l'année 2020 par exemple, a été une année où la mise en construction, en chantier de logement a été très très fortement impactée et très basse. Donc les effets ne sont pas sensibles aujourd'hui, mais si les logements qui devaient être construits en 2020-2021 ne le sont pas en 2021, c'est des logements qui ne seront pas disponibles sur le marché pour les mois, les semaines, les années à venir. Donc ça va renforcer à moyen terme encore la difficulté d'accéder au logement et au logement social en particulier. Vous vouliez compléter peut-être sur ce propos, Monsieur Huyghe, non ? Oui, j'ai recherché un chiffre, parce qu'on aime bien les chiffres quand même, malgré tout. Et je crois que les agréments PLAI, c'est-à-dire le logement très social, en fait la possibilité de construire du logement très social, a dû baisser de 10 000 agréments l'année 2020, qui ne seront jamais rattrapés et qui n'étaient pas au niveau du besoin, ni au niveau des promesses et des engagements faits au début du quinquennat, qui étaient à hauteur de 40 000 agréments PLAI. Je crois qu'on était autour de 25 ou 30 000
en 2020. Donc ils ne seront jamais rattrapés. Et ça, c'est le logement très social, qui est déjà pas à un niveau extraordinaire. On parle de 40 000 places. Et puis peut-être pour compléter aussi les effets des baisses de l'APL, les fameux 5 € du début du quinquennat, et puis le quasi-gel de l'ensemble des aides pour le logement vont impactent déjà, c'est une économie de l'ordre de 4 milliards d'euros par an pour le budget de l'État. Ça veut dire que c'est 4 millions, un peu plus de 4 milliards d'euros qui n'aident pas les familles modestes à se maintenir ou à vivre décemment. Et puis, eh bien, c'est quand on regarde vis-à-vis de l'inflation qui est aujourd'hui extrêmement forte, eh bien, ça veut dire que les gens fragiles vont être encore un peu plus fragiles. Et puis, on en parlera, je pense, dans les tables rondes de la première de cet après-midi, toute la question de l'augmentation des coûts de l'énergie. Et tout le monde va subir cette augmentation, mais c'est toujours pareil, c'est souvent les plus fragiles qui vivent dans les logements souvent les moins bien isolés et qui vont devoir faire un effort supplémentaire pour se chauffer. Alors, merci pour la transition, Monsieur Chassignet, c'est super. Non, mais c'est parfait, puisque justement, on va dans un instant parler de notre première table ronde sur la précarité énergétique, et qui est un sujet particulièrement d'actualité. Mais Monsieur Huyghe, avant d'aborder, on a parlé d'innovation, on parle maintenant de précarité énergétique. Est-ce qu'il faut forcément trouver des innovations techniques pour apporter des réponses, ou l'innovation peut-elle passer là aussi par autre chose ? J'aurais toujours la même. On reste sur la même réponse. La difficulté, encore une fois, c'est que la précarité énergétique, on ne répondra pas aux enjeux sociaux, aux enjeux climatiques. À un moment, la réduction à la précarité énergétique, et on a l'impression que le discours actuel réduit à la précarité énergétique les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux et les enjeux climatiques. Et on a l'impression aussi que l'innovation technique pourra répondre à quoi que ce soit de ces enjeux. Or, on sait qu'ils peuvent aider, c'est des outils, c'est pas une fin en soi. En tout cas, l'innovation technique n'étant pas une fin en soi, comment on répond réellement à ces enjeux de précarité énergétique? Et puis on arrivera sûrement à la prochaine table sur les définitions et autres, qui nous promettent beaucoup de choses. Je me dis que pour un constat assez finalement amer qu'on vient de tracer, il y a sûrement des choses qu'on pourrait dire et des évolutions plus sensibles et plus positives. Je pense qu'après la digestion du repas, je m'excuse et que la Fondation ait tiré un constat un peu alarmant de ce qui se passe actuellement, mais je pense que vous êtes au courant et vous travaillez aussi auprès des personnes les plus précaires et qui sont précarisées de jour en jour. En tout cas, il y a des belles percées quand même. Je suis désolé de faire cette petite aparté, mais le logement d'abord est quand même quelque chose qui, en soi, peut être très intéressant s'il est mené à bien, comme on le disait. Il y a des enjeux sur l'encadrement des loyers qui sont extrêmement timides aujourd'hui, mais qui pourraient devenir des choses intéressantes. Il y avait la volonté, en tout cas, d'augmenter la construction, ce qui n'est pas le cas. Mais ces volontés, en tout cas, si elles se concrétisent à un moment, sont des belles percées positives à voir dans les temps futurs.